2 ans déjà que Combat Futur essaime sur les diverses ondes et parages, et celui qui en fut l'initiateur et invité du premier numéro revient pour fêter les 2 ans du podcast et la nouvelle année. Général Baratz, bonjour. Bonjour. Vous nous aviez présenté il y a 33 podcasts de cela les principes et buts du commandement du Combat Futur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de sa création et peut-être faire un point d'étape 2 ans après ? Ce commandement du combat futur a été créé il y a un peu plus de 2 ans suite à une réflexion du chef d'état-major de l'armée de terre qui constatait à la fois une forte dégradation de l'environnement du monde et le retour des puissances et de la guerre un peu partout dans le monde, et un deuxième constat qui était une forte accélération du rythme technologique qui imposait de s'adapter en permanence et en continu et de transformer la façon dont on faisait jusqu'à présent. C'est pour cela qu'il avait confié 3 missions au commandement du combat futur lors de sa création. Être capable d'éclairer l'armée de terre sur les évolutions de la conflictualité, être capable de favoriser l'innovation au sein de l'armée de terre, et enfin, transformer le plus rapidement possible une idée en capacité. Alors, en 2 ans, est-ce que l'environnement du monde vous pousse à croire que ces 3 idées sont encore pertinentes, toujours. Elles sont toujours très pertinentes et encore plus d'actualité. On voit effectivement que la dégradation est permanente. On voit tout l'environnement géopolitique mondial évoluer, le retour des grands empires et des forces qui sont en train d'être à l'œuvre entre ces grands empires. Et donc, effectivement, il est urgent de se réinterroger sur la capacité de la France à assurer sa propre défense. Alors, le commandement du combat futur, c'est aussi un accélérateur de vitesse. Il est là pour accélérer l'innovation et pour faciliter justement cette accélération et être capable finalement d'aller capter des technologies qui étaient un petit peu hors du champ des armées pour les intégrer dans nos tactiques et dans notre façon de travailler. Et c'est un petit peu la révolution d'ailleurs dans notre système, c'est que historiquement, les armées étaient plutôt leaders dans le domaine des nouvelles technologies, mais c'était souvent des cas d'usage militaire. On peut penser à Internet ou au système de communication RITA, qui était très en avance sur leur époque. Et aujourd'hui, on voit que c'est une inversion, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'usage civils, en fait, qui sont largement en avance et qui tirent la technologie. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être capable d'utiliser ces technologies civiles, finalement, donc d'ailleurs à bas coût finalement, ou à coût très réduit par rapport à des technologies militaires, et comment est-ce qu'on intègre ces nouvelles technologies dans nos façons de travailler sur le terrain, comment est-ce qu'on les intègre dans la tactique générale. Alors, est-ce que vous pouvez nous relater les effets concrets, les réalisations initiées par le CCF ? Dans le domaine de la mission éclairée, au cours de l'année dernière, on a actualisé le document prospectif de l'armée de terre. Donc on a réécrit ce qu'on appelle Action aéroterrestre future. C'est un document qui tente d'imaginer, au niveau de la prospective, le champ de bataille en 2040-2050. Prenant en compte toutes les évolutions de la prospective, les dynamiques économiques, les dynamiques sociologiques, les dynamiques environnementales, mais également donc des nouvelles technologies. Qu'est-ce que pourrait être finalement le champ de bataille de 2040-2050, de façon à ce qu'on puisse décliner ça en système de force et être capable d'affronter justement un ennemi dans ce type d'environnement. Ça, c'était le gros travail sur la partie prospective. Sur la partie innovation, on a organisé l'événement TechTerre au mois de juillet de cette année, qui était un événement qui permettait de mettre en contact direct les innovateurs de l'armée de terre avec les startups, les PME, les entreprises qui travaillent sur nos technologies et sur nos solutions techniques. Dernier élément, on pourrait citer l'épaule exploratoire, qui est une nouvelle initiative qui a été lancée au sein de l'armée de terre, qui attribue un certain nombre de chantiers à des brigades, lesquelles sont autorisées à se mettre en contact avec des entreprises pour travailler concrètement sur le terrain pour régler des problèmes opérationnels. Donc je pense notamment à la 11e brigade parachutiste qui a le mandat de travailler sur la bataille dans la très basse couche, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il y a des drones dans cette très basse couche, et donc la supériorité aérienne totale n'existe plus. On sera toujours mis au défi dans cette très basse couche, et donc cette brigade est en charge de réfléchir sur la façon dont on peut se battre et assurer notre supériorité opérationnelle dans cette zone-là du combat aéroterrestre. Et puis si vous le permettez, un petit peu d'auto-promo.
Vous retrouvez des podcasts sur TechTerre, sur les pôles exploratoires et autres sujets. N'hésitez pas, retournez-y. Alors, qui sont vos interlocuteurs extérieurs et en quoi sont-ils dimensionnants? Alors, avant de parler des acteurs extérieurs, je dirais qu'effectivement le commandement du combat futur est situé à haut niveau au sein de l'armée de terre et l'interlocuteur du commandement du combat futur est le CEMAT lui-même. Donc on est au niveau du comité stratégique de l'armée de terre, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite également dans la transformation de l'armée de terre, puisque les idées qui remontent par le commandement du combat futur et par toute l'armée de terre sont tout de suite portées au niveau du chef d'état-major de l'armée de terre qui peut décider en toute connaissance de cause. Dans les acteurs extérieurs, sur la partie de nos équipements et de nos moyens militaires, le premier acteur avec lequel on travaille au quotidien, c'est bien entendu la Direction générale de l'armement, qui est notre interlocuteur privilégié avec lequel on travaille au quotidien pour nos programmes d'armement et l'acquisition de nos nouveaux équipements. Mais on travaille aussi avec tous les acteurs de la base industrielle de technologie de défense, mais aussi avec tous les industriels. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, comme on a de plus en plus de technologies qui sont issues du monde civil, on voit que finalement cette base, elle est de plus en plus large et qu'on peut aussi dialoguer avec des gens qui travaillent dans le monde de l'automobile, de l'industrie de la production de masse, qui sont capables de nous apporter des solutions sur certains de nos sujets. Sur la partie des idées, en fait, on travaille avec beaucoup de think tanks, avec tous les think tanks parisiens, avec des universités, puisque avec l'IHEDN Jeunes également. En fait, tous ceux qui peuvent nous apporter des idées neuves, croiser les regards, puisqu'on voit bien qu'on n'a jamais vraiment la vérité absolue et qu'il faut avoir ce brassage d'idées, ce croisement de regards pour essayer de trouver des solutions. C'est pour cela qu'on a créé un conseil scientifique au niveau du centre d'études stratégiques de l'armée de terre, de façon à avoir des universitaires, des gens du monde de l'entreprise, des diplomates, qui sont là pour nous apporter leur expertise et leur capacité à nous brancher et à nous connecter justement vers les centres de recherche ou les think tanks pour justement drainer notre propre pensée avec toutes ces nouvelles idées. Alors l'innovation, c'est le maître mot du CCF, mais est-ce que c'est vraiment le seul maître mot? L'innovation est centrale, puisqu'effectivement, lorsqu'on regarde les conflits modernes, vu l'accélération des nouvelles technologies, on voit qu'il faut être capable de s'adapter en permanence et en continu. Et de faire évoluer nos équipements également sur un pas très très rapide, de quelques semaines à quelques mois selon les types de technologies. Mais ce n'est pas uniquement le seul travail du CCF, puisque effectivement, on est là aussi pour essayer de comprendre le monde. Je disais qu'une des missions, c'était d'éclairer l'armée de terre. Et la partie compréhension, c'est quand même la première brique. C'est un peu la question que Foch posait en permanence à ses officiers d'état-major. De quoi s'agit-il? En fait, sur chaque sujet, on se pose la même question, de quoi s'agit-il? Il faut d'abord vraiment réfléchir à notre problème avant d'identifier des solutions et donc des innovations. Mais au-delà des innovations, il y a également l'aspect doctrinal qui est fondamental au sein du commandement du combat futur. Pourquoi? Parce que la doctrine dans l'armée de terre, c'est un peu le mode d'emploi de ce qu'on appelle les capacités. C'est-à-dire nos équipements, lorsqu'on a un char, ce n'est pas un char tout seul qui fait une capacité. Il faut des personnels entraînés, formés, recrutés, avec de la préparation opérationnelle, avec de la maintenance du char pour créer une véritable capacité. Et donc la façon dont on met en œuvre ces capacités sur le terrain, c'est décrit dans des documents qui sont nos manuels d'emploi finalement de la capacité, et ça c'est ce qu'on appelle la doctrine. Donc c'est fondamental parce que c'est ce qui permet de maintenir la cohérence de notre dispositif et de l'efficacité de nos armées. Est-ce qu'on peut dire que le CCF parle aux chefs comme aux combattants? Il parle à tout le monde, au-delà même d'ailleurs de l'armée de terre, puisqu'on est ouvert vraiment à tout le monde extérieur. Mais effectivement, sa particularité, c'est d'être capable d'essayer de travailler, de faire converger le haut et le bas. Et c'est très vrai dans la partie innovation, où ici au niveau central, au niveau du commandement du combat futur, on a plutôt une vision sur les innovations hautes, celles qui sont un petit peu portées dans les centres de recherche, qu'ils soient étatiques ou privés. En fait, essayer de détecter les nouvelles briques technologiques de demain
Donc là, on est plutôt par le haut et on essaie de favoriser toute l'innovation participative, celle qui vient des unités, celle qui vient du bas, qui est identifiée par nos soldats qui sont forcément sur le terrain et qui cherchent à justement régler leurs problèmes sur le terrain. Et donc on essaie de faire travailler ces deux mondes ensemble, innovation par le haut, innovation par le bas, de façon à ce qu'on puisse avoir la meilleure armée possible. Alors, du haut de votre vigie, pour vous, quelles sont les grandes évolutions de la guerre? Ce qui est assez singulier et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est un fort élargissement finalement du champ de la guerre. La conflictualité ne touche pas que ce n'est pas qu'un seul champ de bataille, puisque historiquement on imagine que la guerre c'est juste le champ de bataille qui est assez déterminé, resserré dans un cadre géographique. Aujourd'hui, on voit bien que ça touche également le monde cyber, ça touche le monde des sciences cognitives avec des agressions sur les réseaux sociaux, avec l'utilisation de la propagande qui est démultipliée par l'utilisation de l'IA et des réseaux sociaux. Donc on voit bien que tous les domaines de l'activité humaine sont mis à contribution lorsqu'on est en guerre, y compris le domaine économique, puisqu'on parle d'économie de guerre. On voit bien que en cas de guerre, c'est toutes les ressources d'une nation qui doivent être mobilisées et pas uniquement les ressources habituelles qu'on imaginait, puisque le cyber rentre aujourd'hui et les sciences cognitives, comme je disais. Donc c'est la première caractéristique, c'est un fort élargissement du champ de bataille, en tout cas de la conflictualité. Et sur le champ de bataille, ça se traduit aussi surtout par une accélération du tempo technologique, avec finalement le fait que les données que l'on avait jusqu'à présent peuvent être utilisées et exploitées par des algorithmes qui finalement permettent d'accélérer leur compréhension de ce qui se passe sur le terrain, fait qu'on a aujourd'hui un cycle de décision qui s'accélère fortement avec l'arrivée justement de cette intelligence artificielle, qui fait que le tempo est plus rapide que jamais. Et donc il va falloir s'adapter à l'arrivée de ces nouveaux outils, puisqu'il faut que nos officiers soient capables de maîtriser le champ de bataille avec un tempo de plus en plus rapide pour faire face à un adversaire qui sera doté de moyens qui permettront de nous agresser dans la profondeur, un peu partout sur le champ de bataille, on voit aujourd'hui une forme de transparence du champ de bataille qui est à l'œuvre avec la saturation du champ de bataille par des capteurs qu'ils soient dans les drones, dans l'espace ou dans la très haute altitude. Et donc ils sont capables de voir à peu près ce qui se passe sur le champ de bataille et de nous agresser. Donc le cycle de décision est de plus en plus rapide et ça c'est une transformation majeure sur notre espace de combat. Mais tout de même, une place pour l'humain dans ce champ de bataille dronisé, robotisé? Le champ de bataille, effectivement, sera de plus en plus dronisé et robotisé, puisqu'on voit bien que l'arrivée justement de l'intelligence artificielle permet cette robotisation. On voit bien qu'au XXe siècle, il y avait eu cette partie, cette mécanisation de la guerre, finalement, depuis la Première Guerre mondiale, qui a vu ce début de la mécanisation avec l'aviation et les chars. Et aujourd'hui, on voit arriver effectivement cette vague de la robotisation qui va forcément chevaucher cette partie-là. Néanmoins, les robots ne contrôlent pas un espace. Et si on revient aux origines de la guerre, en fait, on ne déclenche pas une guerre uniquement pour s'affronter sur des champs de bataille. C'est qu'il y a une volonté politique d'imposer sa vision du monde à une autre communauté humaine. Donc c'est bien des communautés humaines qui s'affrontent, qui affrontent leur volonté, leur détermination pour imposer leur point de vue. Et donc au final, la guerre, c'est toujours une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire de machine. La machine, elle ne fait que ce que lui demande l'homme. Et donc au final, il y aura toujours des combattants sur le terrain. Et comme le disait Napoléon, la victoire appartient à celui qui dort sur le champ de bataille. Donc c'est bien celui qui contrôle l'espace physique et humain qui a remporté la victoire. Et donc ça jusqu'à présent, ça ne peut pas être réalisé par des robots ou des drones. Alors il faut aussi parler de sujets qui fâchent. Qu'est-ce qui reste en termes de pesanteur, de normes qui freinent les innovations au sein de l'armée de terre? Il y a beaucoup de normes et de pesanteurs, mais comme un peu partout. Et ça, c'est un combat permanent. Mais ces normes, d'ailleurs, sont souvent édictées par l'armée de terre elle-même. Donc, il faut d'abord nettoyer nos propres aspects réglementaires.
Mais c'est surtout un changement de culture. C'est-à-dire qu'il faut transformer la culture au sein de l'armée de terre et passer d'une culture finalement très attachée aux modalités et aller vers une culture de la finalité. Ce qui est important, c'est la finalité opérationnelle. Et tout ce qui est en travers et qui gêne, qui empêche d'arriver à l'objectif opérationnel, doit être questionné parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment légitime de maintenir un certain nombre de process ou de réglementations qui freinent justement l'atteinte de l'objectif opérationnel. Et donc, effectivement, il y a un gros travail de défrichage et de nettoyage de notre propre réglementation et de nos normes pour aller vers cette agilité qui est indispensable en cas de guerre. Et dans ce cas, qui faut-il convaincre ? Il faut convaincre un peu tout le monde, parce qu'en fait, tout officier ou tout personnel de l'armée de terre doit s'interroger à chaque fois lorsqu'il est confronté à une norme. Est-ce que cette norme est utile, légitime ? Quel est son intérêt ? Quelle est sa finalité ? Est-ce qu'elle a toujours un intérêt ? Oui, non. Et en fonction de ça, il faut faire évoluer les textes et les transformer. C'est pour cela également que le commandement du combat futur a créé un cadre, par exemple, expérimental qui permet à toutes les unités de l'armée de terre de faire des expérimentations avec des équipements qui ne sont pas encore autorisés d'emploi. Mais avec une vraie démarche d'appréciation du risque, de maîtrise du risque expérimental, avec un canevas de fiches qui permet à chaque chef d'évaluer les risques qu'il prend en utilisant tel ou tel équipement. Et au regard de ces risques, il prend les mesures d'atténuation des risques et ensuite il prend ses responsabilités. Et cette phase de responsabilisation, ce mouvement de responsabilisation et de prise de risque est fondamental parce qu'on a besoin au quartier de faire comme on ferait en opération ou comme on le fait aujourd'hui dans certaines opérations où les chefs prennent leurs responsabilités et assument le risque. Et c'est indispensable parce que si on n'a pas cette culture-là, forcément, on aura des lourdeurs au moment d'un affrontement. Alors, cette interview, elle a lieu dans votre bureau, non loin de Versailles. Le CCF se trouve désormais à Satory. Qu'est-ce que cela change ? Alors, le commandement du combat futur, effectivement, a déménagé, une partie a déménagé, c'est-à-dire que le centre d'études stratégiques terre est resté à l'école militaire dans la Mecque de la réflexion et de la pensée militaire, puisque, en fait, c'est ce centre qui doit rester connecté avec l'ensemble du monde de la réflexion et du monde universitaire. Mais le reste du commandement a basculé sur Satory, qui est aujourd'hui un plateau qui est en plein développement et en pleine montée en puissance en termes d'innovation, puisqu'on y retrouve les laboratoires de l'université Gustave Eiffel, les laboratoires de l'école des mines qui viennent de s'installer. Et donc il y a une vraie dynamique innovation qui est en train de s'installer sur ce plateau de Satory et qui sera un petit peu en parallèle et en liaison assez rapidement avec celui de Saclay. Et donc on est vraiment au cœur de l'innovation française de l'Île-de-France. Et pour nous, c'était assez logique de nous retrouver dans cette dynamique finalement de montée en puissance de l'innovation avec les industriels qui sont aussi en train de s'installer sur le plateau, de façon à être vraiment dans l'écosystème innovant de l'Île-de-France. Alors vous êtes issu des forces spéciales, est-ce que cela vous a donné une appétence particulière pour des équipes, on va dire, resserrées, ayant des compétences spécifiques ? La culture des forces spéciales, c'est un peu cette culture de responsabilisation des personnels, de subsidiarité, qui me semblait indispensable de développer tout de suite au sein de ce nouveau commandement. Pourquoi ? Parce que si c'est lui qui doit donner le là de la transformation ou éclairer un petit peu l'armée de terre sur sa transformation, comme je l'ai souligné, c'est cette transformation culturelle avec plus de responsabilité, plus de subsidiarité, c'est ce que l'on doit mettre en œuvre. Donc il était normal de donner l'exemple, et donc le commandement du combat futur est effectivement un commandement resserré, volontairement resserré, pour pousser nos officiers à se poser la question à chaque fois qu'ils ont un nouveau dossier, de la façon dont ils vont faire peut-être autrement. C'est-à-dire que même s'il manque de ressources humaines, est-ce que finalement il n'y a pas des centres universitaires, est-ce qu'il n'y a pas des réservistes qui peuvent venir les aider ou des ressources civiles qui voudraient venir les aider dans la réalisation de leur dossier. Donc le fait d'être en petite équipe, ça facilite cette gymnastique intellectuelle sur
peut-on faire autrement et peut-on faire différemment? Et également, ça facilite bien entendu la circulation de l'information qui est fondamentale lorsqu'on fait de l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'information circule le plus librement possible. Et l'environnement force spéciale, ce qui m'avait aussi marqué dans le monde des forces spéciales, c'est que finalement, il n'y a pas plus de gens créatifs dans les forces spéciales que dans les forces conventionnelles. La seule différence, c'est qu'ils disposaient d'un cadre qui leur permettait d'innover et de pousser leurs innovations jusqu'au bout. Et donc, ce qu'on a essayé de faire au niveau du commandement du combat futur, c'est de créer également ce cadre au niveau de l'armée de terre pour que toute l'armée de terre puisse innover, pousser ses idées jusqu'au bout. Il y en a certaines qui marcheront, d'autres ne marcheront pas, mais on a le droit à l'échec lorsqu'on fait de l'innovation. C'est le retour de la masse, de la haute intensité. Est-ce que cela change la donne en matière d'emploi des forces? Mais pas que des forces spéciales, des forces. Ça change, oui, ça change, oui et non, parce qu'en fait, la masse, effectivement, c'est un facteur de supériorité opérationnelle qui a traversé les siècles, depuis 1789, depuis que la France a lancé les armées de masse, finalement, puisque c'est quand même une idée française de créer de la masse. On voit bien l'importance que cela prend dans les conflits, sur le champ de bataille, mais également dans un conflit moderne. Donc cette masse, aujourd'hui, il faut juste se réinterroger, savoir si ça va être de la masse humaine, ou de la masse mécanisée, ou de la masse robotisée demain. Et donc quelle est la part de cette masse-là, entre la partie humaine et la partie robotisée? C'est tout l'enjeu de nos réflexions sur cette année, sur comment être plus performant sur le champ de bataille de demain. Alors pour terminer sur une note plus légère, je crois savoir que le métier de berger a pu vous effleurer l'esprit dans votre prime jeunesse. Des regrets peut-être? Aucun regret, non, puisqu'on peut toujours continuer à s'occuper de notre troupeau, mais on change de type d'animal, mais ça reste toujours le but de s'occuper des autres. Merci Général Barras de nous avoir délivré arguments et résultats concernant le commandement du combat futur que vous dirigez. Merci aux auditeurs de la balado-diffusion Combat Futur, au pluriel et de son commandement, pour leur attentive écoute et haute fidélité. Nous commençons une 3e année avec autant d'appétence pour le disruptif, le conceptuel, comme le concret, et tous les 15 jours, nous fonderons sur l'objectif.